Bonjour Manuel Bonjour. Bompard. Alors avant de parler de l'impact de la guerre au Moyen-Orient sur le pouvoir d'achat des Français, hier c'était un hommage national à Lionel Jospin. Alors bien sûr, on se rappelle les 35 heures de la CMU, mais à un an de la présidentielle, c'est aussi le symbole de l'effacement de la gauche le 21 avril 2002, au premier tour de la présidentielle. Il ne franchira pas ce premier tour. Est-ce que ça n'envoie pas un message pour la future présidentielle d'un Premier ministre qui, à l'époque, a fait une campagne plutôt au centre et puis surtout d'une gauche très, très éclatée? C'est une bonne question. D'abord, c'est un souvenir. Alors moi, pour la génération qui est la mienne, sans doute que c'est la dernière expérience d'une gauche offensive, j'ai envie de dire, au pouvoir. Donc c'est plutôt un souvenir qui est un souvenir intéressant. Après, effectivement, ça pose aussi la question d'une campagne présidentielle, celle de 2002, où quand vous prétendez faire une campagne au centre, en tout cas moi c'est l'enseignement que j'en tire, à la fin vous perdez parce que le peuple, il veut des projets qui soient des projets clairs. Et quand il veut voter à gauche, c'est pour transformer la société. Donc moi, ça m'encourage plutôt dans la logique de la gauche de rupture, qui est celle qu'on a rebâtie avec Jean-Luc Mélenchon et qui sera présente dans la prochaine élection présidentielle. 2017, 2022, la gauche n'était pas non plus au deuxième tour. Vous pensez que 2027, il pourrait y avoir un candidat, que ce soit social-démocrate ou de la gauche radicale au deuxième tour? Moi, écoutez, quand je tire le bilan des dernières échéances électorales, en particulier des élections municipales, dimanche dernier, ce que j'observe, c'est qu'au sein de la gauche, vous avez une gauche qui est en dynamique, c'est la gauche de rupture que l'on représente, qui dirigeait jusque-là 0 ville dans les ville de plus de 200 000 habitants, qui en dirigera désormais 2, avec Saint-Denis et Roubaix pour la France insoumise. Et puis de l'autre côté, une gauche plutôt d'accompagnement, qui plutôt a tendance à se tasser lors de ces dernières échéances électorales. Et donc je pense que la force, la dynamique, elle est du côté de la gauche de rupture. Et donc moi, j'appelle celles et ceux qui veulent avoir l'année prochaine un candidat de gauche en mesure de pouvoir l'emporter à l'élection présidentielle et donc de se qualifier au second tour, c'est la première étape, de venir nous rejoindre, de venir nous aider, parce que c'est de ce côté-là qu'est la force et la dynamique pour permettre à ce pays de tourner la page de la Macronie, de battre l'extrême droite et puis d'ouvrir une nouvelle page de notre histoire. La justice sociale, la justice fiscale, la transition écologique, la démocratie. C'est tout ça qu'on va apporter dans cette échéance et cette bataille présidentielle. Alors on reviendra sur les municipales avec quand même un maintien pour les Républicains, pour les socialistes, une percée du Rassemblement national, mais aussi la présence de la France insoumise dans un certain nombre de villes. Vous l'avez rappelé, on parlera en particulier de Saint-Denis tout à l'heure. Mais bien évidemment, ce qui intéresse directement les Français, au-delà de ces campagnes électorales, c'est l'impact sur le pouvoir d'achat de la guerre au Moyen-Orient. On est presque à un mois de début de cette attaque d'Israël et des États-Unis sur l'Iran. On a l'impression que pour les mesures pour les Français, le gouvernement dit depuis 3 semaines, il est urgent d'attendre. Vous proposez par exemple le blocage des prix, le Rassemblement national une baisse de la TVA, les socialistes un chèque énergie. Pour l'instant, le gouvernement dit le déficit ne le permet pas. J'imagine que c'est une réponse qui ne vous satisfait pas. Absolument pas. Le gouvernement fait absolument rien sur ce sujet. Ça fait, vous l'avez dit, depuis un mois qu'on sait que ça va avoir des conséquences et que ça a commencé à avoir des conséquences sur le pouvoir d'achat des Françaises et des Français. On a un gouvernement qui a annoncé quoi ? Des contrôles dans moins de 5% des stations-service qui ne changent absolument rien au problème qui est posé. Ils ont dit aux distributeurs d'être vertueux. Est-ce que ça porte ses fruits ? Ça, c'est les gouvernements macronistes qui font des demandes, qui supplient. Non, ça ne porte pas ses fruits. Aujourd'hui, vous avez carburant qui a atteint quasiment 2,15 € en moyenne pour le gasoil, plus de 2 € pour l'essence. Les gens qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture, ils sont confrontés aujourd'hui à ces difficultés. Donc la seule mesure qui permet de régler ce problème, c'est de bloquer les prix. On a déposé une proposition de loi sur ce sujet il y a désormais plusieurs semaines. La réponse est non. Oui, mais j'observe qu'un certain nombre de pays le font, au sein de l'Union européenne en particulier. La Croatie l'a fait, la Grèce l'a fait, même en dehors. La Corée du Sud a annoncé... L'Italie baisse la TVA, l'Espagne a aussi un plan. Oui, mais là, il faut distinguer bien les choses. Ce qu'il faut faire, c'est bloquer les prix. Il y a un article du Code du commerce qui permet de le faire. Les autres mesures qui sont proposées, y compris celles proposées par le Rassemblement national, ne règlent absolument aucun problème. Quand vous renoncez à l'augmentation des taxes sur l'augmentation des prix, c'est la proposition de M. Bardella, ça veut dire qu'au lieu d'augmenter les prix de 30 centimes, vous les augmentez de 24 centimes. C'est 20% les taxes sur l'augmentation du prix. La belle affaire. Ça règle absolument aucun problème. Quant à proposer un chèque énergie, ça revient à payer avec l'argent des Françaises et des Français les marges des raffineurs. Parce que quelle est la conséquence de cette situation ? C'est des grandes entreprises du raffinage, de la distribution qui s'en mettent plein les poches sur le dos de tout le monde. C'est à ça qu'il faut s'attaquer. Les Français vous entendent, mais eux, ce qu'ils aimeraient bien voir, c'est que ça baisse, puisque en fait, les Français ont fait leurs mesures eux-mêmes, c'est-à-dire que la consommation, même de carburant,
est en train de baisser. Pour que ça baisse, il faut bloquer les prix au prix auquel ils étaient avant qu'ils augmentent. C'est la seule solution qui permet d'avoir un impact immédiat sur les prix. Ce n'est pas une mesure absolument loufoque. On l'a déjà fait en France, on l'a fait pendant la crise sanitaire, par exemple sur le gel hydroalcoolique. On l'a fait pendant la première guerre du Golfe en France, c'était le gouvernement de Michel Rocard à l'époque qui a pris des mesures de blocage des prix et d'encadrement des marges. C'est la seule solution pour faire en sorte que les prix n'augmentent pas sur le carburant. Il faut commencer par ça. Et il faut le faire aussi sur le gaz et l'électricité. Si le gouvernement ne fait rien, est-ce pour l'instant le cas? On nous a annoncé éventuellement des mesures la semaine prochaine. C'est ce qu'a dit Roland Lescure. Oui, mais c'est maintenant qu'il faut agir. Oui, mais qu'est-ce qui peut se passer pour les Français? Ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir des gens qui vont renoncer à des déplacements. Ce qui est déjà apparemment le cas. Voilà, vous allez avoir des gens, c'est déjà le cas, qui vont devoir se serrer encore plus la ceinture alors qu'ils sont déjà dans des situations qui sont des situations extrêmement difficiles. Et le rôle d'un gouvernement, c'est quand même de protéger les Français d'une crise dont ils sont absolument pas responsables. Et le déficit, pour vous, c'est pas un bon argument de dire on ne peut pas perdre un peu plus d'argent Mais précisément parce qu'on est dans une situation budgétaire qui est complexe, précisément pourquoi tout ce qui est chèque énergie, etc., ne sont pas les solutions. C'est précisément parce qu'on est dans cette situation que ceux qu'il faut mettre à contribution, c'est les grandes entreprises qui vont profiter de cette situation comme une forme d'effet d'aubaine. Si vous bloquez les prix, ça n'a aucun impact sur le déficit. Par contre, ceux que vous mettez à contribution, c'est ceux qui font, et qui ont fait déjà après la guerre en Ukraine, par exemple, des records de bénéfices, des records de dividendes versés aux actionnaires. C'est eux qu'il faut mettre à contribution. C'est la seule solution pour faire en sorte que ce ne soit pas les Français qui payent les prix de cette situation et que ce ne soit pas non plus le budget de l'État qui soit à nouveau mis à contribution. Donc on a compris, c'est votre proposition. C'est notre proposition et j'espère qu'elle pourra être reprise. Alors, vous parliez des municipales. Vous avez remporté Saint-Denis au premier tour, ce qui était quand même une surprise, même si c'était l'un de vos objectifs. Et donc, le maire a fait une proposition qui est assez liée au programme de la France Insoumise, concernant le désarmement de la police municipale. En tout cas, on va être précis, il propose dans un premier temps de priver les policiers municipaux du fameux LBD, du lanceur de balles de défense. Est-ce que c'est une première étape? Est-ce que c'est un symbole, puisque d'autres maires, comme par exemple M. Guiraud, n'est pas forcément favorable à ce désarmement? Est-ce qu'on est dans la symbolique pour dire « Regardez, on est élu pour appliquer notre programme » Non, d'abord, on est élu pour appliquer notre programme. Et donc, quand j'entends des cris d'orfraie sur cette proposition, elle a été au cœur du programme de Bali Bagayoko. Si les habitantes et les habitants de Saint-Denis ont voté pour sa liste, avec les Insoumis et les communistes, ils connaissaient son programme. Donc, d'abord, ils ont donné une validation à cette proposition. La logique générale, c'est de dire, attendez, il y a une police municipale, il y a une police nationale. Il y a un certain nombre de rôles qui sont dévolus à la police nationale. Et ce n'est pas à la police municipale de se substituer au rôle de la police nationale. Ce n'est pas un message qui pourrait être envoyé, que ce soit à Saint-Denis ou ailleurs, aux délinquants, aux narcotrafics, en disant, on est en train de faciliter la tâche de la délinquance dans certaines villes? Absolument pas. Cette idée qui est maintenant répandue dans le débat public que le niveau d'armement de la police municipale serait lié à l'efficacité de la lutte contre la délinquance, c'est absolument absurde. Vous dites pareil pour la vidéo Je dis pareil pour la vidéo. Mais regardez, par exemple, le Rassemblement national qui nous donne des leçons en permanence sur ce sujet. Les 9 villes qui étaient dirigées, grandes villes qui étaient dirigées par le Rassemblement national, dans 7 villes sur 9, la délinquance a augmenté depuis que le Rassemblement national est au pouvoir. Donc vous voyez, il faut sortir de ces idées un peu basiques, qui consisteraient à dire plus on va donner d'armes à la police municipale, plus ça va être efficace. C'est absolument pas le cas. Parce que sinon, vous n'avez qu'à donner des chars d'assaut aux policiers municipaux. C'est évidemment pas ça qu'il faut faire. Une police de proximité? Il faut une police de proximité. Police nationale? Il faut une police de proximité. Il faut que la police municipale prenne en charge les missions qui lui sont dévolues. Et ensuite, évidemment, il faut un bras de fer avec l'État pour que les effectifs de police nationale soient aussi au rendez-vous. Et c'est ça qui est efficace. C'est cette politique qui est efficace pour lutter contre la délinquance et pour faire en sorte de rétablir aussi un lien entre la police et la population qui est essentiel si vous voulez qu'on puisse vivre en paix et en tranquillité dans nos communes et en particulier dans nos communes populaires. Et pour finir sur ce sujet-là, est-ce qu'au-delà de cette symbolique du LBD, le maire de Saint-Denis va aller au-delà? Je crois qu'il a dit qu'il s'inscrivait dans une démarche qui était une démarche progressive. Sa première étape, c'était ça. Et puis ensuite qu'il allait évaluer les équipements qui étaient à la disposition de la police municipale pour voir ceux qui sont pertinents, ceux qui ne le sont pas. Et évidemment, de le faire en discussion avec les habitants, avec la police municipale. Il ne s'agit pas d'imposer des décisions, mais de le faire en discussion. Et je crois que c'est la bonne manière de fonctionner, c'est la bonne démarche. Et c'est ce qu'on attend d'une mairie insoumise et communiste, puisque Saint-Denis a été gagné par l'Alliance de la France insoumise et du Parti communiste. Alors, l'un des enjeux des municipales, c'était pour vous d'être implanté localement, parce que je rappelle qu'en 2020, il n'y avait pas de liste estampillée, mais vous souteniez des collectifs citoyens. Ce sont les sénatoriales. Je rappelle que le corps électoral, ce sont des grands électeurs
électeurs, et parmi eux, 95%, ce sont les élus des communes. Vous avez déjà calculé l'impact possible? Par exemple, dans le Rhône, vous faites de bons scores avec plusieurs villes gagnées, vous pourriez avoir des sénateurs? Est-ce que c'est un objectif déjà? Oui, c'est un objectif, et je pense que la France Insoumise, dans les prochaines années, peut-être dans les prochains mois d'ailleurs, parce que le premier renouvellement des élections sénatoriales aura lieu au mois de septembre, rentrera au Sénat, parce que pour l'instant, on n'était pas présent au Sénat. Maintenant, personne n'avait voulu vous aider à gauche. C'est vrai. Là, j'ai l'impression, j'ai entendu quelques déclarations. Les écologistes seraient prêts, entre guillemets, à héberger. Un changement de ton. Ouais. Donc j'en prends acte, et je pense que c'est le résultat de notre percée aux élections municipales. Maintenant, je veux quand même dire que le premier objectif des élections municipales, et en particulier des communes dans lesquelles on l'a remporté, c'est de transformer la vie des gens qui y habitent. Oui. Avant tout, ce n'est pas les objectifs politiciens qui doivent l'emporter. Mais bien sûr, le mode de scrutin est fait de telle manière que percer au municipal comme on a pu le faire, ça doit se traduire aussi par une représentation au Sénat. Alors, il nous reste un petit peu de temps. On l'a dit, au soir du deuxième tour, on a directement commencé à parler de la présidentielle, en tout cas pour ceux qui veulent éventuellement des primaires, ce qui n'est pas le cas de la France Insoumise. Est-ce que toutes les planètes sont alignées pour que Jean-Luc Mélenchon se déclare rapidement à la présidentielle, si c'est votre candidat? Il me semble que ce sera votre candidat. On verra ça, mais d'abord, je veux dire que toutes les planètes sont alignées pour que la France Insoumise se déploie désormais au lendemain de l'élection municipale et se projette dans la prochaine campagne. Quand je dis pas être aligné, c'est que vous avez quand même vos adversaires de gauche sont assez divisés, que vous avez réussi en partie votre pari sur les municipales, et que de fait, comme vous ne voulez pas de primaire, la voie est ouverte pour une déclaration de candidature. Évidemment, on a un programme, on a des équipes. Dans l'élection municipale, la France Insoumise s'est encore renforcée. Elle va avoir plus d'un millier d'élus locaux. On a gagné 10 000 militants qui nous ont rejoints dans cette campagne. Donc oui, on est en dynamique dans la préparation de l'élection présidentielle. Après, nous, on a toujours dit les choses de la même manière. On tend la main aussi à toutes celles et ceux, y compris dans les autres formations politiques, qui veulent mener cette bataille de la campagne présidentielle avec nous. Mais il faut le faire sur la base d'une ligne claire, d'un programme clair, et pas dans des aventures où on ne comprend plus rien, où on va mettre dans une même primaire des gens qui proposent des choses différentes et qui, à la fin, ne soutiendront pas le vainqueur. Donc ça ne peut pas être la solution. Mais par contre, nous, on travaille à une candidature qui peut être commune à d'autres, s'ils le souhaitent, et on est prêt à en discuter avec eux. Mais pour ça, il faut qu'on soit d'accord sur le programme qu'on a envie de présenter aux électrices et aux électeurs. On va patienter encore un peu. Merci Manuel Bompard d'être venu ce matin.